Europe 1. Le talent de la France bouge. Et oui, vous êtes un peu le talent de ce soir, Ludovic. Vous avez 31 ans. C'est ça, ouais. Vous êtes jeune. Ouais. Non, mais c'est vrai, Ouais, vous ouais. avez lancé votre boîte en mars 2020. Vous avez une formation d'ingénieur. C'est à l'école où vous avez rencontré Paul, donc votre associé. À ce moment-là, vous travailliez chez un fabricant de luminaires. Ouais, tout à fait, c'est Et ça. vous étiez vous étiez chargé de trouver des partenaires fabricants industriels en Chine. Vous y alliez très très régulièrement. Mais avec votre casquette d'ingénieur, vous avez très vite compris qu'il y avait peut-être un petit problème d'aller tout le temps en Chine et de ne rien faire chez nous. Ouais, j'ai une vision d'être sur le delta de la rivière des Perles, là, avec il faisait 35 degrés, 100% d'humidité. J'étais dans un van, j'avais 24 ans, dans un van, 22 degrés de clim. J'avais froid, je tremblais de froid. Et puis, brouillard de pollution, porte-conteneurs à perte de vue, zone industrielle de la Chine, quoi, le sud-est. Et un petit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et donc, vision où je la raconte parce que je l'ai devant les yeux. Et en fait, on se dit, constat un peu, je partage le constat de monsieur sur la désindustrialisation. Les savoir-faire en Chine, ils sont énormes d'un point de vue industriel. Ils travaillent très très bien. J'entends souvent dire la qualité, ils savent pas faire, mais parce qu'on leur demande pas faire. Ils sont très doués, ils sont très forts, et ils nous disent, on a perdu ce savoir-faire. Et donc, envie de réorientation professionnelle, envie de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour participer à ce sujet, en plus de tous les sujets d'économie circulaire, qui ça a été plus du côté de mon associé Paul, qui lui avait beaucoup travaillé dans le recyclage des matières plastiques. Oui, c'est comme ça que vous vous associez, puisque vous avez vite compris donc, qu'il y avait un problème de tout délocaliser, un problème lié à l'environnement, conscient de l'énorme quantité aussi de déchets générés. Ouais, ça déborde. Et mon associé, il le dit tout le temps, Paul. Quand il y a un camion qui est blanc, qui n'a pas de marquage, souvent, c'est qu'il y a des déchets dedans. Les déchets, c'est loin des yeux, loin du cœur. On n'a pas envie de savoir ce qui s'en fait. C'est énorme. Il suffit de se documenter un peu sur les scandales en Italie et tout ça sur les déchets. Et en fait, pas besoin d'extraire de nouvelles ressources. Il y en a tellement de partout, en plus ou moins bon état. Faisons avec ce qu'il y a déjà là. Et essayons d'être ingénieux. C'est le côté ingénieur, de trouver la petite solution, la petite chose, mais avec une vision un peu globale d'impact environnemental, d'impact social sur comment on peut faire avec ce qui est déjà là, mais sans sacrifier le beau, sans sacrifier la qualité, sans sacrifier l'usage. Ça a donné Tizus, ça s'écrit T-I-Z-U. Maintenant, vous allez nous dire exactement ce que c'est. Je vous laisse nous raconter, vous avez 1 minute. Tizu, on est fabricant de mobilier upcyclé. Upcyclé, ça veut dire que 100% de nos matériaux sont des déchets. Donc ça va aussi bien être du vieux plateau de bureau que des structures de tribunes en acier, ça va être des cloisons de sanitaires, de vestiaires à la piscine municipale, des tables de ping-pong, enfin tous ces déchets. On a mis en place des partenariats avec des industriels pour collecter à grande échelle. Ça veut dire de façon en grande quantité et de façon très récurrente, pour à partir de ça, concevoir avec l'aide de designers des meubles qui soient de bonne qualité, esthétiques et à des prix relativement abordables. Parce que nous, on est ingénieurs, l'ambition c'est d'industrialiser l'upcycling, d'industrialiser le réemploi. Et donc on fabrique et on distribue aussi soit à des professionnels dans des projets d'aménagement hôtelier, restauration, coworking, soit aussi une petite partie sur le e-commerce directement auprès du particulier. Et donc voilà, l'ambition c'est vraiment faire aussi bien que du neuf, sans sacrifier l'impact environnemental, toujours à partir de déchets, et faire du beau, bien sûr. Merci. Merci pour votre pitch gong, pile 1 minute. Merci Ludovic Pendariès, cofondateur de Tizu. Ça vous inspire quoi, Guillaume Demullier? Vous êtes le patron de Roche-Beaubois. Ça me paraît très intéressant d'essayer de comprendre mieux ce que vous pouvez faire, à quel point ça peut être beau. Mais si vous allez faire un tour sur le site, moi j'ai vu une applique avec un revêtement de ping-pong, de table de ping-pong. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre? Vous avez mis des tubes d'acier, le circuit Paul Ricard, là où il y a le Grand Prix de Formule 1. Ouais. Et on récupère les tubes d'acier, on en fait des piétements de table de bistrot avec des formes. On s'appuie sur la matière, les designers, ils adorent venir chez nous parce que la matière est le centre de la création. On va avoir un piétement en croix parce qu'on n'a que du tube, on ne sait pas faire des platines en tôle. Donc on va pousser un peu comme ça les platines, les concepts, des matériaux avec des histoires, on en a plein. Les vestiaires de piscine municipale, les sanitaires des agents de la Poste à Villeurbanne à côté de Lyon. On en fait un piétement modulaire, toutes les tailles, toutes les tables. Tout le monde croit que c'est de l'acier. Non, ce n'est que du déchet de cloison du bâtiment. C'est absolument fou, hein, Fabrice. Oui, moi j'adore votre accroche. Vous ne l'avez pas cité, mais je suis allé sur le site internet. C'est faire du beau avec du déchet, de l'utile avec du rien. Enfin, voilà. Et moi, déjà là, j'ai été conquis. Mais on a envie d'aller voir ce que c'est. Il faut aller voir le site. Ouais, allez-y, franchement. Parce que les produits, je trouve, sont très bien mis en avant.
Merci. Et ça donne envie d'acheter. J'ai pas eu le temps d'aller cliquer sur le bouton, mais quasiment. Fabrice Marcella, notre coach de ce soir. Oui, en si plus vous j'aime nous bien rejoignez à tester, l'instant. moi. J'aime beaucoup tester en tout cas les produits et services développés par les startups que je côtoie. Ce que je trouve aussi très intéressant dans la manière dont vous présentez, notamment sur votre site, votre savoir-faire, c'est que vous faites beaucoup de pédagogie. Vous expliquez comment vous faites. Donc au-delà du fait de Ça sensibiliser. veut dire qu'on a envie de vous faire confiance. Mais oui, Parce que c'est quand on transparent. explique, tout est transparent, on se dit on y C'est va, on n'y va transparent, pas. donc on se dit c'est bon, on C'est peut y bon, aller. on peut y aller. Surtout, on voit le Et il y a résultat. un enjeu, on en a pas mal parlé, c'est comment on reconnecte le consommateur avec l'acte de fabriquer. On est très sensible à la matière, mais avec le métier de fabriquer, et on essaie de le partager. Et vous avez écrit un manifeste d'ailleurs là-dessus. Exactement. Enfin, je peux peut-être en parler, non les 3 recommandations, en tout cas les 3 qui incarnent votre manifeste, c'est quoi On a dit c'est quoi les problèmes dans la filière du meuble, quoi. Donc on sait pas d'où viennent les matières, on sait pas dans quelles conditions c'est fabriqué, on sait pas combien de temps ça va durer, et donc on essaie d'apporter des solutions à notre échelle. Alors on est 6 personnes et on est là depuis 3 ans. J'ai pas la prétention de dire qu'on a des solutions à tout. Par contre, on documente notre avancée sur où on en est sur ces sujets, et on laisse la place de dire voilà, là on n'est pas parfait, on s'est auto-jugé à 6 sur 10, à 7 sur 10. Voilà ce qui nous manque pour arriver à 10 sur 10. Quelle est votre plus grande fierté? Allez, le meuble que vous avez conçu, qui vous a dit mais j'aurais jamais cru que j'allais pouvoir faire un truc comme ça avec, je sais pas, un pied de table. C'est la table Roto, donc c'est notre table de repas, réunion un peu informelle, où c'est ce piétement qui est complètement conçu en modularité, tout en petites pièces. Et à dans partir des de cloisons. quoi? Ça vient de quel déchet? C'est les fameuses cloisons de sanitaire de D'accord. serre piscine. Ouais. Et quand la première fois qu'on a monté le proto, on était encore que 2 dans un garage, je me suis écarté de loin. C'est la première fois que je me suis dit ouais, là c'est beau quand même. La première fois que Fabrice je me suis Marcella. vraiment- J'avais une Le coach question de parce ce que soir sur Europe 1. tout à l'heure, on disait que la période du Covid a été finalement un formidable moment pour aussi changer nos meubles. Mais comment on crée sa boîte quand on démarre en mars 2020? Mars Est-ce que, 2020. en quoi le Covid vous a Sens été du favorable timing. ou inversement? Enfin, 16 mars 2020, le papier du greffe, c'est le jour du premier 16 confinement. mars, c'est le jour où on va tous confiner. Donc j'ai ouvert et fermé ma boîte le même jour. Ça, je le dis souvent un peu en introduction, ça déride les gens. Vous auriez pu commencer le pitch comme ça, hein, Ouais, Fabrice, ouais, hein. c'est vrai, c'est une bonne approche. Alors, j'avais qu'une minute, j'ai essayé d'aller droit à l'essentiel. Et donc, en fait, ça fait qu'on a commencé par faire un site internet e-commerce et à essayer de développer des meubles pour la maison et à trouver notre clientèle comme ça sans les rencontrer. Et je ne sais pas si ça a été une force ou une faiblesse, mais ce qui est certain, c'est qu'on a manqué de contact avec les gens pour avoir des retours concrets de dire c'est ça sûr. c'est pas beau, ça c'est beau, ça c'est solide, c'est pas solide, c'est un jeu, j'en veux pas. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, on est passé de 80% d'activité en B2C sur un e-commerce à 80% via des revendeurs ou des marques. C'est pour ça que j'interpelle Mais oui, monsieur. C'est qu'on- mais on revient a à des vous, Guillaume projets Demi, on de vous revendeurs, lâche maintenant. pas. Il n'y a pas quelque chose à faire avec Tisu? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre carnet d'adresses aussi? On peut regarder, bien sûr. Vous pouvez regarder. Bien sûr. Fabrice Marcella, et vous? Alors, parce que s'il est parmi nous ce soir, Ludovic, c'est aussi parce que vous avez des besoins, notamment des besoins de financement. Ouais, tout à fait. Alors là, on est sur un modèle, on n'est pas très loin de l'équilibre. Ça fait 3 ans qu'on écrit, on n'est pas très loin de l'équilibre. Bravo. Bravo. Ouais, bravo. Ouais, Vous dites bravo, Fabrice, que vous êtes l'expert. 3 ans, c'est beaucoup, c'est peu. J'en connais peu. En Oui, tout cas, pour moi, 3 ans, c'était énorme. Oui, Ouais, Ah bon, c'est pour bah ça. non. Donc, Ah quand vous non, dites bravo, ça veut 3 dire ans quoi, pour être à Fabrice? l'équilibre. Non, non. Enfin, En partant souvent de une rien. start-up, on a l'habitude de dire qu'elle crache elle crame du cash. Crame du cash. Et Je touche du bois pour donc ça veut dire en fait qu'il y a beaucoup d'investissements. Il faut du temps pour créer son produit et son service. Il faut encore plus de temps pour aller chercher des clients. Surtout quand on cherche à conquérir le grand public. Donc voilà. Donc 3 ans être rentable, c'est assez rare Bravo. en tout cas dans le milieu qui est le mien. Donc, vous avez besoin de rien alors? Non, pas du tout. Ok. Au contraire, ce que je dis, c'est qu'on n'est pas loin de l'équilibre. Donc je pense que le premier mois équilibre devrait être entre octobre et novembre. Et l'équilibre total d'ici mai-juin. Et l'objectif, sauf qu'en fait, là, on est en équipe ultra réduite. C'est-à-dire qu'on est 6, on a 4 personnes qui fabriquent, moi qui fais la commercialisation et le marketing, et mon associé qui fait le design et la conception. Donc l'objectif, c'est de se structurer avec un directeur ou une directrice artistique, un bureau d'études, un ingénieur en industrialisation. Et pour ça, on a besoin de faire une marche supplémentaire. il faut passer un palier. Et d'où l'idée de se refinancer. Et vous cherchez combien? Et auprès de qui? Alors, C'est quel type de... en fait, on a la chance d'avoir tout un écosystème autour de l'amorçage industriel qui est en train de bouillonner, et notamment à Lyon. Et donc, ce serait entre 1 et 2 millions sur un fonds d'amorçage qu'on rechercherait d'ici 1 an. Fabrice. Alors, comment moi je peux vous aider? La première chose, c'est que là où je travaille, on a un programme d'accompagnement qui est Le village dédié Baïséa, Paris. aux startups à impact. Et on en profite pour présenter ces startups à des investisseurs. Et ça se passe le 19 octobre. Je me suis assuré auprès d'une personne de mon équipe qui est startup manager qui s'appelle Audrey, de savoir s'il y avait encore de la place. Donc si ça vous intéresse, ça se passe sur Paris. C'est Ça, c'est une concret. forme de speed dating, mais entre des investisseurs et des startups
qui cherchent à se financer. Donc ça, voilà, si Ça, c'est on en intéressant. reparle juste après. Ouais, avec plaisir. Et puis, est-ce que vous avez des conseils peut-être pour qu'ils puissent encore mieux se positionner, ou vous trouvez qu'il est complètement dans la cible, il est dans le bon ton? Alors, la question, en fait, je la reformulerai aussi comme ça. Est-ce que c'est que du B2C ou du B2B, en gros? Est-ce que c'est que pour les consommateurs ou pour les professionnels comme monsieur On a pas mal pivoté, comme je disais, aujourd'hui on est très majoritairement en B2B. Donc besoin de financement et d'investissement, certes, mais on a aussi besoin de partenaires prescripteurs, architectes. Et ça, c'est très net que nous, on est ingénieurs de formation, on n'est ni du marketing ni du design. Donc on a un déficit de réseau dans ce milieu-là. Donc vous avez besoin de réseau, de visibilité, de vous faire connaître. Et de capacité à produire aussi. En premier lieu, de clients, ça pour l'instant, c'est plutôt ce qu'on sait bien faire, parce que c'est notre formation, donc, ils c'est notre arrivent à background. produire, c'est leur Mais métier. à grande échelle, parce que quand on s'adresse à une entreprise, par exemple, si vous êtes passé dans le monde effectivement des entreprises, on voit bien que tout de suite les volumes sont un peu différents. Si je dois équiper mon immeuble, et pourquoi pas, d'éléments qui sont les vôtres, il y en a un certain nombre, quoi. Pour vous donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui on fabrique à peu près 300 meubles par mois. L'ambition, c'est d'être à 1000 d'ici la fin de l'année prochaine. Et là, on est sur des marchés qui représentent un village vacances. Alors, je vais peut-être pas citer, mais des villages vacances où c'est 500 tables basses au bord de la Méditerranée, ou des résidences montagne, 300 tables de repas à la manger. Et d'ailleurs, ce soir, on a une exposition au French Design, là, au VIA, où on présente justement cette collaboration avec à la fois des designers et ce client. Benjamin, il y a des initiatives écologiques aussi à l'étranger pour fabriquer des meubles à partir de déchets, ça existe ailleurs? Oui, alors mais pas très loin, c'est en Belgique, tout près de la ville de Mons. Alors on est littéralement à 300 mètres de la frontière française. Oui, c'est à côté. Ouais, c'est à côté de Marie et Pierre. Donc un couple d'architectes d'intérieur qui a lancé en tout début d'année l'atelier 80. Et le concept, bien comme tissu, bien c'est qu'ils récupèrent en fait les déchets pour concevoir et fabriquer des meubles. Alors quand je dis déchets, c'est par exemple des vieux meubles qui sont abandonnés c'est pas les déchets. chez Emmaüs, mais vous avez aussi le plastique par exemple, des tables qui sont fabriquées à partir de bouteilles de lait récupérées dans les centres de tri. Et donc ils vont ouvrir en novembre un site internet où on pourra commander en prévente le meuble qu'il nous plaît. Chez vous, Guillaume Demullier pour Roche-Beaubois, vous faites tout ce qui est cette prise en compte de l'environnement. Ça veut dire que vous utilisez aussi auprès de vos fournisseurs des matériaux recyclés. Bien sûr. Tout ça, c'est important. Il y a plein de choses. C'est vrai que c'est un petit peu différent, mais déjà, on a depuis 2006 une échelle que l'on utilise, qu'on a conçue avec le FCBA, qui est une échelle d'éco-conception. Donc tous nos produits sont passés au crible de cette échelle, qui est quelque chose d'officiel, qui pourrait devenir le Nutri-Score de l'ameublement dans quelques années. On travaille avec les organismes professionnels sur ce sujet. Enfin, concrètement, on va prendre en compte les matériaux. On va prendre en compte la façon dont les matériaux sont assemblés, parce que les cols, les solvants, etc., c'est aussi important que les matériaux de base. On va prendre en compte la capacité à faire durer le produit. Donc, de ne pas avoir de points durs, etc., des pièces, etc. Et dernier point, on prend en compte la capacité à recycler, la fin de vie, à séparer les composants. Rien n'est pire sur un canapé, par exemple, de coller la mousse sur la structure, parce que ça veut dire qu'en fin de vie, vous ne pourrez pas séparer. Donc vous pouvez récupérer les vieux canapés Roche-Beaubois d'il y a 20 ans? Alors, c'est pas ça. Le principe, c'est de dire, le jour où un client mettra au rebut, d'accord, on fait en sorte que cette mise au rebut se passe le mieux possible et génère le moins de déchets. Mais c'est pas chez vous qu'on... Aujourd'hui, ça c'est un sujet différent. C'est la capacité comme on le disait tout à l'heure, de faire de l'upcycling. Là, c'est vraiment sur 100% de nos produits, s'assurer que sur ce point-là, voilà. Aujourd'hui, dans notre gamme, on a 450 produits qui sont éco-conçus et on a une ambition d'avoir la totalité de nos nouveaux produits pour 2025 éco-conçus et on est en train d'y arriver. Là, 70% des nouveautés que l'on sort aujourd'hui, elles sont éco-conçues, ça veut dire qu'elles ont une note de 75 sur 100 dans l'éco-conception. Et une des choses, et je vous rejoins évidemment, une des choses que l'on utilise comme outil, c'est d'y mettre des matériaux recyclés. C'est-à-dire soit des tissus qui vont être fabriqués avec des matériaux recyclés qui ont des labels, soit, encore plus concret, on a des chaises en polycarbonate, c'est un énorme succès, on les fabrique, là aussi, avec du plastique entièrement cyclé. On a même, dernière initiative, on travaille avec une ancienne filiale de la SNCF qui récupère
les bois des wagons. Alors surtout pas les bois des voies, c'est toxique. On les récupère aussi pour faire des pieds de main. Ah bah voilà, peut-être avec la même société. Et donc ce bois, on le redécoupe, on le remodèle pour en faire des produits. Donc voilà. On est dans les mêmes objectifs. Après, de façon un peu différente, parce que vous êtes 100% avec des déchets. Nous, on a évidemment un certain nombre de contraintes, de styles, etc., qui fait qu'on passe des pas d'année en année. On a des objectifs, mais on n'est pas aujourd'hui à 100% produire recyclé, évidemment. Si je peux me permettre, c'est pas vous le problème. Souvent, les marques haut de gamme, elles font les choses bien, elles regardent d'où viennent les matières, les conditions de travail. Donc le problème, il est ailleurs. C'est plutôt les bons élèves, les marques. Je vais même vous dire une chose, c'est qu'on travaille effectivement sur la fin de vie de nos produits, mais ça n'arrive quasiment jamais qu'on s'occupe nous-mêmes de la fin de vie de nos produits, parce que des clients qui ont encore des meubles Roche-Beaubois qui ont 20 ans, ils vont les mettre dans une résidence secondaire, vont leur donner à leurs enfants, à leurs cousines, ça etc. Se transmet de génération et c'est pas de la fin de vie. Allez, vous restez avec nous sur Europe 1. Très bonne soirée. On va faire une pause musicale avec Calogero. C'est dit.